Merci de nous accorder cet entretien. Sur notre thématique, il nous paraissait intéressant de solliciter l'ensemble des candidats challengers du maire sortant. Nous pensons que le problème du commerce est quelque chose d'important au sens de ce que nous pensons qu'il assure dans une ville, à savoir du lien social, un service, une proximité et une forme de style. Sa disparition éventuelle par rapport à ce qui pourrait se passer et de se réaliser autour de nous inquiète, et c'est sur ce sujet, uniquement sur ce sujet, que nous avons l'intention de recueillir ce matin votre point de vue. Donc, bien sûr, on comparera celle de vos challengers, mais aussi dans l'esprit de nous convaincre, d'en faire se peut, puisqu'on le fait dans une période qui est une séquence démocratique, et qui amène à savoir un petit peu sur ce que peuvent penser un certain nombre de personnes de la vie associative que nous sommes sur des thématiques comme celle-là. Donc aujourd'hui, et pour commencer, parce qu'on a fait un sondage, j'aimerais bien que vous puissiez nous commenter, puisque vous l'avez sous les yeux, et qu'il est peut-être intéressant pour nous de mieux comprendre ce qu'on dira peut-être après. Donc on est tout à votre écoute. Bien, écoutez, je ne sais pas si vous souhaitez que je réponde à chacune des questions. Donc, la plupart des questions, j'ai donné, enfin c'est difficile de répondre par une fois, par oui ou par non, parce qu'en réalité ça pose des problèmes, ça ouvre en tout cas des questions complexes qui certainement répondent par oui ou par non. L'impact du futur, peut-être futur, centre commercial aérovide, bon, c'est difficile de connaître d'avance les comportements des consommateurs. Moi, je sais que quand le magasin Attaque a fermé au niveau à l'intérieur de la ville, bien des petits gens qui habitent dans le quartier n'imaginaient de toute façon même pas venir faire leurs courses au Carrefour Sevran, qui est pourtant pas très loin. Malgré la proximité, de toute façon, il fallait un commerce de proximité, plus de proximité au niveau des commerces, et déjà rien que la fermeture de l'Attaque avait posé un problème à une grande partie des habitants de l'île de. Donc vous voyez que l'ouverture d'un centre commercial gigantesque, apparemment, un peu plus loin encore, est-ce que ça va impacter les comportements des consommateurs? Quels consommateurs? À quel niveau? C'est difficile de répondre à l'avance à cette question. Ce qui est sûr, c'est que le problème que ça pose est en fait plus vaste. C'est le problème d'avec quel argent ce centre commercial va être construit. Apparemment, c'est le groupe Auchan, d'après ce que j'ai pu lire, la presse, qui investirait. À quel montant les collectivités locales, voire l'État, vont aider cette installation? Combien d'argent public va être jeté dans cette installation? Ça, je ne le sais pas. Peut-être qu'il y a déjà des réponses là-dessus. Moi, je ne le sais pas. En tout cas, je suis farouchement contre qu'on utilise le moindre centime d'argent public pour l'installation d'un centre commercial, alors qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire aujourd'hui avec l'argent, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, pour améliorer le cadre de vie et puis les facilités de vie, en tout cas, des habitants d'Aulnay et des communes avoisinantes. Donc moi je suis contre déjà le fait que l'État ou les collectivités locales puissent faire des cadeaux sous forme d'argent public aux entreprises qui s'installent sur Aéroville, sur le centre. Et puis je pense que cet argent, si c'est l'argent du groupe Auchan qui s'investit là-dedans, cet argent il pourrait être employé à de bien meilleures choses. Je ne vous cache pas, moi je suis communiste, je ne suis pas pour qu'on laisse les grandes entreprises et les très grosses entreprises comme les groupes Auchan, Carrefour et autres. Primeurs de quartier, et puis les bruits de voisinage à l'intérieur des mondes d'habitants, ou à leur entourage immédiat. J'ai faire bien plus utile qu'un nouveau commerce, un nouveau centre commercial. J'ai envie que vous répondiez des fois plus précisément en n'élargissant pas votre analyse, que je peux comprendre au demeurant, si ce n'est que ce n'est pas une législative à laquelle vous vous présentez, et que la compétence de notre collectivité, malheureusement ou heureusement, est plus limitée, et donc c'est dans le cadre du champ d'action
avez de ce futur environnement. J'ai envie d'ailleurs même de vous dire que si aujourd'hui n'est pas présent la représentante, c'est une présidente des commerçants de Paris Nord, c'est qu'on avait pris en ce qui me concerne la mesure de ce que dans des grands centres, il y a aussi de petites boutiques, des salariés, et aujourd'hui, je remettrai au Paris Nord dans le contexte de notre environnement local, c'est que c'est devenu le premier employeur privé de la ville. Malheureusement, puisque PSA vous connaissez, mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le cas au Paris Nord. Donc le problème, on le regarde nous en ce qui nous concerne de cette façon, peut-être que ce n'est pas votre vision, mais c'est quand même 2600 emplois aujourd'hui de mémoire, et quelque part c'est pas banal à regarder, sur lesquels faire porter notre attention, et d'ailleurs dans les questions que vous avez derrière, il y a le problème de l'ouverture de Paris Nord le dimanche pour répondre à la problématique de l'ouverture d'Aéroville le dimanche. Il y a des principes de base que vous avez certainement nous évoqués, et puis aussi le fait d'être dans une concurrence déloyale entre deux centres commerciaux qui sont à 3 ou 4 km de distance l'un de l'autre. Alors sur l'impact, il y avait quand même une question par rapport à l'impact sur les commerces de proximité sur la ville d'Aulnay, de ces centres commerciaux. Je pense justement que vous évoquez la fermeture de l'usine d'Aulnay. L'impact de la fermeture de PSA est bien plus important sur les commerces d'Aulnay que l'existence même d'un nouveau centre commercial. Parce que là, c'est directement le pouvoir d'achat des habitants de la ville, des salariés d'Aulnay, c'est ceux qui restent dans le groupe, qui sont obligés de déménager, d'aller jusqu'à possible, d'obtenir des mutations, de faire 100 km supplémentaires par jour et donc dépasser une partie de leur pouvoir d'achat dans ces trajets. Et là, ça impacte beaucoup plus leur pouvoir d'achat et donc la possibilité pour les petits commerçants de profiter de ce pouvoir d'achat. Donc déjà, le fait qu'il existe un centre commercial, déjà il existe au Paris Nord, avec effectivement, je crois, 250 petites boutiques, 250 commerçants, pas petites et grandes, hein, c'est Carrefour, pas petites boutiques, mais 250 commerçants différents. Quant aux 2600 employés, c'est le total, mais sauf que ces 2600 employés répartis sur 250 commerces. Je ne peux pas le considérer comme un employeur. C'est un lieu de travail, effectivement, c'est comme si on considérait qu'une zone industrielle est un employeur. Une zone commerciale n'est pas réellement un employeur dans la mesure où chaque employeur décide justement de l'avenir de sa boutique dans le centre. Il y a justement des entreprises, enfin des commerces qui ferment le centre Paris Nord et qui sont remplacés par d'autres, etc. Donc on ne peut pas parler d'un employeur en tant que tel. Et puis, moi je crois justement que, il me semble savoir que les premiers ceux qui achètent le plus, en fait, dans ces centres commerciaux, les premiers clients, en réalité, c'est souvent les employés de ces centres commerciaux. C'est eux qui participent le plus, en tout cas, ils sont sur place, qui peuvent acheter plus facilement, sauf que, voilà, ce sont beaucoup de boutiques qui pratiquent des salaires très bas, à la fois précaires et de courte durée, et donc, c'est une population qui a un faible pouvoir d'achat. Les employés de ce centre commercial, c'est une population qui a un très faible pouvoir d'achat, et je pense que pour assurer, s'ils veulent vraiment assurer la pérennité de leur commerce, quelque chose doit être fait au niveau du salaire, de la précarité des contrats, de la durée des contrats, c'est beaucoup trop partiel. Donc les gens ont un faible pouvoir d'achat, donc la première des choses, ce serait quand même l'augmentation du pouvoir d'achat de tous ces salariés. C'est ça qui pourrait assurer le commerce un certain avenir. On reste d'accord sur le fait que ce n'est pas la compétence d'une ville. Absolument, absolument. Mais ce qui est de la compétence d'une ville, par contre, c'est d'accorder ou pas des subventions aux entreprises qui s'installent. De plus en plus, d'ailleurs, c'est facilité par des lois récentes, me semble-t-il, des rapports entre les entreprises privées qui s'installent et puis les municipalités, les collectivités territoriales proches. Et c'est là où je renouvelle l'opinion que j'ai exprimée tout à l'heure. Je suis farouchement contre les aides publiques qu'on peut donner à ces gens-là. Soit ils ont les moyens de s'installer, ils s'installent, créer des emplois, c'est pas le problème. Et s'ils n'ont pas les moyens de s'installer, il ne faut pas qu'ils comptent sur la béquille étatique ou communale pour
soutenir leur capital. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec l'argent public. Un petit clin d'œil, puisque vous nous avez parlé de PSA, et comme nous sommes de vieux Olnésiens, on a en mémoire que PSA est venu s'installer sur Aulnay il y a 40 ans avec des subsides et de l'État et de la ville d'Aulnay. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, ça se retrouve dans son patrimoine personnel et privé de la société. Toujours est-il que ça a au moins donné du travail pendant 40 ans. Bah, ça a donné du travail. Un annexe, excusez-moi, oui. mais vous m'avez tendu la perche. Je vous la renvoie, parce que ça a donné du travail en privant ceux qui travaillent à Javel du travail. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là avec la fermeture d'Aulnay, avec les mutations sur Poissy ou ailleurs, c'est l'équivalent de ce qui s'était passé à l'époque à Javel, où effectivement PSA a quitté Javel pour une histoire de spéculation immobilière. Les terrains sur Paris coûtaient trop cher par rapport à ce que ça pouvait rapporter si c'était utilisé autrement que par une production industrielle. Et bien sûr, ils ont bénéficié d'aides des subsides de l'État, même d'aides bien plus larges que ça, puisqu'il y a même eu des routes et des ronds-points qui ont été construits, il y a des bretelles d'accès qui ont été construites pour faciliter tout ça. Donc ça, c'est bien que l'État qui a investi là. Et cet argent qui les a aidés à s'installer à Aulnay, les a aussi aidés à faire des affaires. Donc, on ferme la parenthèse. Voilà. Ça tourne un petit peu. Nous sommes aujourd'hui à se poser la question de savoir s'il est légitime ou pas légitime d'avoir fait une demande d'ouverture le dimanche pour répondre à cette concurrence qui est nouvelle pour eux, qui correspond à l'ouverture d'Aéroville, qui est sur Tremblay, qui est un centre commercial de même importance, qui a la chance ou pas la chance de se trouver en zone aéroportuaire, et donc d'ouvrir 7 jours sur 7. Et donc de créer ce qu'on pourrait appeler une concurrence déloyale, mais pour autant, je pense que vous avez aussi des principes à défendre quant au problème de l'ouverture de magasin le dimanche. Je vous écoute. Écoutez, ça doit rester quand même quelque chose d'exceptionnel sur le dimanche. Il y a des tas de choses, des tas de services qui doivent fonctionner nuit et jour et le dimanche. Le commerce, beaucoup de commerçants se plaignent quand même de ne pas arriver à vendre, etc. Mais s'ils ne vendront pas plus le dimanche, ils ne fera déjà la semaine. Parce que de toute façon, le problème qui se pose derrière ça, c'est comme en grande partie pour le pouvoir d'achat de la population. On ne dépense pas le dimanche l'argent qu'on n'a pas à dépenser en ce moment, de toute façon. Alors à partir du moment où un commence à ouvrir le dimanche, l'autre se dit et pourquoi pas moi, et on rentre dans le jeu de la concurrence, cette concurrence qui en fait est inévitable dans ce système peut-être, et qui fait partie du système qui est défendu même par les commerçants, sauf que cette concurrence, elle se retourne également contre eux, puisqu'ils sont contraints souvent d'avoir envie d'ouvrir le dimanche, sans forcément que ça leur apporte d'ailleurs plus. Je vois l'exemple de Carrefour, je crois qu'ils ont fait le choix de ne pas ouvrir le dimanche, ils ont pourtant le droit. Carrefour Paris-Nord, ils peuvent ouvrir le matin, commerce à prédominance alimentaire, ils peuvent ouvrir le matin, ils ont fait le choix de ne pas ouvrir parce que c'est pas rentable. Tout simplement. Et alors, quel choix vont faire les autres boutiques, justement? Paris-Nord, c'est pas une boutique, c'est 250 boutiques différentes, et chacun va voir midi à sa porte, et chacun va voir est-ce que moi j'ai l'intention d'ouvrir, est-ce que j'ai intérêt à ouvrir, et si j'ouvre, il faut que je paye, bien entendu, les salariés davantage, parce qu'il faut payer des majorations pour le travail du dimanche. Si le travail du dimanche se généralise, peut-être que ces majorations, à force, elles disparaîtront, ce qui en fait impacte encore à nouveau le pouvoir d'achat. Donc vous voyez, c'est un problème qui tourne un petit peu en rond sur lui-même, ça tourne en boucle. Moi je ne suis pas favorable à ce que l'ouverture du dimanche soit généralisée et devienne la règle, parce que si elle devient la règle, d'abord, compensation sur l'ouverture du dimanche disparaîtront, donc les salariés se trouveront privés de ces compensations-là. Et puis, il faut penser également qu'ouvrir le dimanche, ça veut dire pour les enfants et être gardés par les membres de la famille, c'est pas toujours possible. Beaucoup de femmes qui travaillent en précaire, en partie sont des familles monoparentales, donc il va falloir qu'ils se débrouillent pour payer une nounou dimanche, qui est quand même plus cher que la semaine. Donc ça pose tout un tas de problèmes aux salariés que les commerçants ne sont pas forcément à même, forcément envie de résoudre. Voilà. Je ne voudrais pas être provocateur par rapport, et
et surtout pas en prenant la défense des grandes surfaces, mais pour ce qu'ils en disent eux-mêmes aujourd'hui, et le lobby des pouvoirs publics, c'est de dire qu'ils assurent 25% de l'offre commerciale en France, qu'ils créent entre 15 et 20 000 emplois par an, sans bien sûr dire combien ils en détruisent, et que leur préoccupation aujourd'hui essentielle n'est plus le petit commerce, mais le e-commerce, précisément celui qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. J'avais envie de vous dire, même si on s'éloigne du débat, parce qu'il y a des tensions et des concurrences qui malheureusement tiennent à l'évolution des mœurs et des technologies, il y a lieu peut-être pour les gens qui sont en désir de responsabilité politique, de nous dire comment ils peuvent tenter de maîtriser un petit peu l'organisation du territoire, comme je vous disais tout à l'heure, de l'organisation de notre ville, par rapport à ce qui est non pas forcément de la nostalgie, c'est-à-dire le désir de conserver à tout prix son commerce de proximité, mais d'obtenir à ce que cette qualité de vie que nous assurait ce commerce de proximité soit conservée, embellie, et ne se fasse pas avec une organisation du territoire qui amène à ce que le cœur de ville soit désertifié et qu'on aille faire nos courses forcément en périphérie de la ville. Et ça m'amènera à d'autres questions sur le STRIF. Vous avez peut-être fini de commenter. Juste, je rebondis sur ce que vous dites, effectivement, forcément, être obligé forcément de faire ses courses en périphérie si les commerces du centre-ville ferment, c'est un peu la même logique justement par rapport au travail du dimanche, parce que à partir du moment où ça devient général, ça devient quasiment obligatoire et c'est plus du tout du volontariat et les gens seront forcément obligés de travailler le dimanche si tout le monde le fait. Donc il y a cet aspect-là. Sur ce que vous dites sur les petits commerçants, moi je suis d'accord avec vous, le petit commerce c'est quasiment un service public. C'est un service qui est rendu à la population et que ne peuvent pas rendre les grandes surfaces vers lesquelles il faut obligatoirement se déplacer en véhicule, qui vont plus aussi. C'est difficile avec les sacs, etc. C'est donc le tissu commercial qui existe dans une ville, c'est indispensable à un service social, c'est indispensable à la vie des quartiers et à leur côté d'avoir envie d'habiter dans cette ville, d'avoir envie d'habiter dans un quartier. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas détruire. Et c'est quelque chose qu'effectivement la concurrence des grandes surfaces a tendance à détruire. C'est pas d'hier, ça date des années 50-60 à peu près. D'ailleurs, il y avait eu dans les années 60, 69-70, principalement, des révoltes de commerçants et de petits artisans, justement par rapport, pas seulement à cette concurrence, parce qu'ils étaient touchés financièrement par cette concurrence, mais par rapport au traitement inégal qu'il y avait entre les petits commerces, aussi bien au niveau de la TVA, au niveau des patentes qui finalement ont été supprimées puisque c'est devenu une taxe professionnelle. Il y a eu des traitements inégaux donc entre petits commerçants artisans et grandes surfaces qui eux bénéficiaient d'aide de l'État, de facilités de l'État, qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas obligatoirement, disons, pour qui c'était plus facile par exemple de comptabiliser la TVA, ils étaient obligés de se payer un avocat. Quand un épicier est obligé de se payer un avocat pour comptabiliser sa TVA et ces différents taux de TVA qui existaient dans le passé, ça posait beaucoup de problèmes, ça posait beaucoup moins de grandes surfaces. Donc il y a un traitement inégal entre les petits commerçants, les petits artisans, et puis les grosses surfaces. L'État favorise les gros, l'État favorisera toujours favoriser les grandes surfaces et les magasins les plus riches, et au détriment, et c'est ça qui en partie détruit une partie justement du tissu économique à l'intérieur du pays, c'est l'action de l'État. Est-ce que vous diriez que le combat est perdu d'avance et qu'il est inégal, au point de constater, c'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas le maire sortant, qui est en fait favorable, je ne sais pas si c'est contraint et forcé, à la réalisation d'Europa City, alors qu'a priori l'ensemble de ces challengers sont plutôt hostiles. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire, un positionnement à avoir? Pour information, pour rappel, une enquête publique sur Europa City aura lieu au deuxième semestre de l'année, sur un dossier d'une importance internationale et pour lequel on a en Seine-Saint-Denis pratiquement aucune information. Et c'est précisément sur un article de presse nous indiquant que 78% des gens de la zone de ce programme seraient plutôt favorables à ce que
dossier, à ce projet, que nous avons eu envie de vous écouter parce que nous sommes très étonnés que les habitants représentatifs, que le panel choisi en Seine-Saint-Denis touche des gens qui soient en connaissance de ce dossier, parce qu'on peut dire malheureusement que très peu de gens en ont pris conscience, parce que c'est à un horizon de 10 ans pratiquement, et pour autant on peut dire que de demain se construit aujourd'hui, et avec l'engagement des uns et des autres. Se construit ou se détruit? Parce qu'effectivement, je reviens sur votre question. Et sur le ça m'échappe. La connaissance du dossier, en termes de démocratie. Ça, de toute façon, personne ne connaît ce dossier. Il y a eu quelques articles dans le Parisien, très peu de gens connaissent. Quand j'en parle autour de moi, justement, c'est quoi ce truc-là? C'est Aéroville. Donc les gens pensent que c'est Aéroville. C'est un peu autre chose toujours, sur la connaissance du dossier, etc. Sur, comment dire, est-ce que c'est un combat perdu d'avance? Non, jamais. Même un combat illégal n'est jamais perdu d'avance. Et en tant que salarié de PSA, justement, j'en ai fait l'expérience. On avait un combat qui était très inégal, quelques centaines de salariés qui étaient un but milliardaire. On l'a mené jusqu'au bout, jusqu'où c'était possible, et c'était jamais perdu d'avance. De toute façon, on était convaincus que c'était pas perdu d'avance et qu'on avait des choses à y défendre. On les a défendus, on s'est fait entendre. Après, vous n'avez pas forcément tous les coups. Mais ça ne veut pas dire que c'est perdu d'avance. D'ailleurs, je reviens sur l'exemple des mouvements de commerçants qui, dans les années 69-70, justement, ont réussi à imposer des reculs à l'État, ont réussi à imposer notamment la loi Royer, qui a fait tomber la patente et installer des taxes professionnelles qui étaient quand même moins défavorables aux petits commerçants. Également, qui, par leur action, ces commerçants et ces petits artisans ont imposé un régime de sécurité sociale moins défavorable que celui de l'État que leur imposé. Et c'était des combats, à la fois, à l'époque, des petits commerçants et artisans contre l'État, mais aussi face à la concurrence des grandes surfaces. On pouvait dire qu'ils étaient perdus d'avance, et pourtant ils les ont menés, et ils ont même arraché des acquis qui profitent encore aujourd'hui, les artisans et les petits commerçants. Exactement comme quand les travailleurs, les industries ou autres, se défendent leurs intérêts. Et moi je pense que justement, on a des intérêts communs à défendre entre petits artisans et petits commerçants et travailleurs. Les petits artisans et petits commerçants se considèrent souvent comme des patrons. Ils le sont administrativement et du point de vue de la propriété, mais par leur niveau de vie et par leur travail, la durée du travail et l'ampleur de leur travail, ils sont quand même beaucoup plus proches des ouvriers, beaucoup plus proches des salariés et de la population laborieuse. Et donc il y a des intérêts en commun à défendre entre petits commerçants et travailleurs, à condition de se battre dans l'intérêt justement qui est commun à tous, c'est-à-dire d'avoir un tissu commercial qui reste dans les villes, de se battre non pas pour des intérêts corporatistes, on va dire, pour un intérêt général, à ce qu'on puisse vivre dans une ville agréable avec des commerces qui restent ouverts, des commerces de proximité, ouverts et abordables, parce que c'est cette question-là. Donc il y a des intérêts communs. Un petit patron de commerce ou un petit artisan n'a pas intérêt à ce que les salaires des travailleurs baissent, à ce que le pouvoir d'achat des travailleurs baisse, parce que c'est en partie sa clientèle, ou en partie. Et puis un petit salarié ou un traité n'a pas intérêt à ce que les commerces ferment, parce que c'est pas facile, c'est même des fois pas possible pour beaucoup de gens d'aller faire ses courses dans un grand centre commercial. Alors c'est sûr qu'en ce qui me concerne, c'est pas qu'on n'a pas de préoccupation, on a forcément à titre personnel de savoir ce que peut-être l'évolution du pouvoir d'achat. On constate depuis 4-5 ans quel est le potentiel des chalands qui, quand ils ont 100 € à dépenser, ils en ont. Et qui fait qu'effectivement la crainte que nous en avons sur l'impact sur notre qualité de vie, c'est que cette offre commerciale, si elle se démultiplie, c'est qu'elle va s'étaler, ça ne créera pas du pouvoir d'achat. Par conséquence, il y a forcément un déséquilibre dans l'organisation de nos vies, de notre banlieue. Et par rapport à cela, on cherche à faire en sorte que s'il y a une mobilisation qui soit possible, que vos amis
dans cette enquête publique soit présent et se manifeste, parce que pour l'instant, en Seine-Saint-Denis, on a cette difficulté paradoxale, c'est qu'un projet d'une telle importance, en lisière de notre département, en lisière de notre commune, soit méconnu de tout le monde pratiquement, arrive à une enquête publique qui aura lieu à la fin de l'année, et pour lequel on se demande qu'est-ce que les gens vont pouvoir en penser, puisqu'ils n'en sauront rien préalablement. Je peux vous informer que dans le Val d'Oise, cette information-là a été largement relayée par le Conseil général, entre autres par Jean-Pierre Blazy, le député maire de Gonesse, qui entend asseoir sa réélection sur ce projet-là. Et nous, voilà, pour un projet dont on sait qu'il est forcément à toucher la ville de Gonesse, puisqu'on parlait depuis un bout de temps de PSA, dont on sait que les territoires en prise foncière se fait également sur la ville de Gonesse, qui en fait confirme la proximité de nos deux villes. Donc un projet de cette nature, quelque part, il nous inquiète, parce que même s'il ne réussit pas, comme je l'entends dire sur Aéroville, il n'en demeure pas moins qu'il y a un dépassement d'une partie de la consommation, même s'il n'est pas total. Ce qui n'est plus consommé là se consomme ailleurs et inversement. On sait qu'aujourd'hui, la recherche de clientèle de la part d'Aéroville, ça a été principalement les 80-90 000 salariés qui travaillent sur la zone aéroportuaire, mais qui consommaient bien forcément ailleurs avant. Et ce déplacement de consommation, on n'en a pas encore l'état. La Chambre de commerce ne nous les a pas donnés, au Paris Nord ne nous les a pas donnés. On le constate par oui-dire, parce que beaucoup de commerces sont les mêmes, et donc on entend un petit peu ce qui se dit à cet égard. Donc une volonté de notre part, et la recherche d'un engagement, c'est qu'aux commandes de cette ville ou pas, demain, c'est d'obtenir votre soutien pour que vos amis soient sénateurs, députés, conseillers généraux, conseillers régionaux, se mobilisent pour faire l'information auquel nos concitoyens ont droit, pouvoir arriver à une enquête publique où ils pourront avoir une position en toute connaissance du coup. Je vous espérer que la réponse est positive. Écoutez, moi en tout cas, j'informerai tous les gens que je connais. Je ne connais ni sénateur, ni député, ni maire, ni même conseiller municipal. Donc j'informerai tous les gens que je connais, et c'est surtout parmi les travailleurs et parmi les petits gens qui vivent dans les cités alentours et alentours, de ce qu'est ce projet, de ce qu'il représente, et puis surtout, je dénoncerai si jamais il y a une moindre intervention financière des fonds publics, je dénoncerai cet investissement en pure tête, à mon avis, et dénoncerai également le fait qu'on n'a pas besoin d'un nouveau centre commercial, alors qu'il y a autre chose à faire avec l'argent. Vous savez ou vous ne savez pas qu'une forme de bataille vient d'être perdue par l'acceptation par le Conseil général du 95 de réaliser un bus à haut niveau de service entre le RERD et le RERB qui arrive à Villepin, et donc des stations aujourd'hui et la station où il y aura la correspondance du triangle de Gonesse. Et on peut savoir que le tracé qui a été retenu l'a été dans la perspective de cette future gare du triangle de Gonesse, dont on sait qu'on n'en a pas du tout parlé en Seine-Saint-Denis quand la Société du Grand Paris est venue présenter la ligne 16, sachant que la gare du triangle de Gonesse est sur la 17, mais à croire que ça n'a pas d'impact sur notre ville. La Société du Grand Paris était plus à même de nous parler de la gare de Blanc-Ménil ou de Sevran à droite et à gauche de notre station de la station de l'Europe, mais celle-là qui est à peine à la même distance. On n'est jamais arrivé sur la Seine-Saint-Denis à faire parler de cette gare dont vous pourriez peut-être redire qu'elle desservira avec des fonds publics un projet privé. Ça, effectivement. Et c'est un peu le cas de toutes les gares, j'allais dire. C'est quand même rare qu'on construise aujourd'hui de nouvelles gares et de nouvelles lignes de bus, etc., pour rendre service à la population. C'est souvent, essentiellement, c'est pour rendre service aux hommes d'affaires. C'est des lignes rapides entre Paris et Roissy, entre autres. Il a été question de faire justement un train rapide entre Paris et Roissy pour les hommes d'affaires, alors que ça fait des années, on demande le doublement de ces lignes pour que les rames de RER soient moins chargées. Donc,
ce qui n'est pas possible pour les populations, ça devient possible pour les hommes d'affaires. Voilà, on voit bien où les intérêts et on voit bien où vont les investissements justement à ce niveau-là. Si c'est un transport supplémentaire qui peut être utilisé dans les populations, c'est une chose. Forcément, ça le sera en partie, mais on sait que c'est pas fait pour l'intérêt de la population. Ça serait s'éloigner de porter nos conversations sur l'intercommunalité. Et pour autant, quand on parle de la réindustrialisation du site de PSA, ça pourrait nous pousser à avoir envie de vous poser la question. Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, on parle d'activité économique. Et si on peut entendre ce que vous dites en termes d'hommes d'affaires quant à l'utilisation de l'aéroport du Bourget, j'en serais personnellement un peu moins sûr concernant Roissy. Et je pourrais même presque dire qu'un ralentissement de l'activité de Roissy par le fait d'y mettre des contraintes supplémentaires serait peut-être la malvenue en termes d'activité et de rayonnement de notre pays, mais aussi d'activité et d'emploi pour les salariés. Vous ne croyez pas? Un ralentissement, je ne vois pas de ralentissement actuellement, personnellement. Je ne vois pas trop de ralentissement qui va venir. Ou alors je ne suis pas au courant de certains projets, ça c'est tout possible, parce qu'effectivement il y a beaucoup de communication sur ce projet. Je ne vois pas assez bien. Voyez, sur le pouvoir d'achat et sur l'évolution du pouvoir d'achat, on ne doit pas s'en remettre nécessairement aux créations d'entreprises qui sont subventionnées, encore une fois, souvent sur les fonds publics, mais tout simplement le fait qu'il faudrait des salaires. Il faudrait aujourd'hui, avec les prix qui augmentent sans arrêt, pouvoir les indexer, justement, indexer ces salaires sur l'évolution des prix, revenir à une échelle mobile qui existait depuis 20 ans, parce que le pouvoir d'achat, il est essentiellement, l'évolution du pouvoir d'achat est essentiellement là. La création d'emplois ne se traduit pas nécessairement par les hausses du pouvoir d'achat, ça dépend du type d'emploi. Encore une fois, dans les commerces, l'occasion de discuter, mais c'est des emplois précaires, c'est des emplois sous-payés, c'est des emplois à temps partiel, donc avec des gens qui, de toute façon, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ça ne se traduit pas nécessairement par une hausse du pouvoir d'achat. La fermeture du site de mai, ça se traduit par une baisse du pouvoir d'achat, puisque les salaires des ouvriers de PSA, avec les primes d'équipe, avec l'ancienneté, avec tout ça, sont supérieurs aux salaires qui sont proposés par l'idée logistique, par exemple, où on revient à zéro, on perd l'ancienneté, c'est 300, 400, jusqu'à 600 € de moins par mois. Donc ce n'est pas une création, ce n'est pas une augmentation du pouvoir d'achat, même la réindustrialisation. Pour maintenir le pouvoir d'achat, il fallait maintenir l'usine. Je vais tenter d'être un peu provocateur. J'ai l'impression que le candidat que vous êtes ne s'est pas mis totalement dans la peau de ce qui est la responsabilité d'une collectivité locale. Si je peux me permettre, histoire de recentrer éventuellement vos réponses par rapport au temps qu'on s'est donné. Est-ce que vous avez une opinion sur ce que peut-être l'arrivée de Nouveau Chaland, au travers de cette enquête publique qui a été actée par la région, avec son schéma de directeur de l'Île-de-France, et cette volonté de construire plus de logements, mais sachant qu'il y a aussi la contrepartie à cela, c'est que construire, c'est savoir dans quelle limite territoriale, on construit la ville sur la ville, on limite ça avec des fonds urbains, on défigure, je dirais, des zones pavillonnaires. C'est quoi la solution pour résoudre les problèmes de logement qui doivent être traités par chaque ville dans la mesure de son réservoir foncier? Si j'ai un problème justement, c'est que c'est là où on dépasse aussi les capacités sur la ville, parce que de toute façon, enfin, je veux dire, la possibilité de traitement, de traiter la question du logement sur la ville, parce que bien sûr c'est une municipalité, mais pas seulement. Et puis une municipalité, elle crée des logements dans la limite de leurs ressources. Et ça pose un problème de toute façon. Les logements, on a besoin, il y a encore des centaines de milliers de logements, il y a encore des logements qui sont peut-être rénovés de l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc il y a effectivement bien des travaux à faire de rénovation, de remise en état, mais aussi de création de logements. Et ça,
même ça dépasse le pouvoir de la maire, ça dépasse le pouvoir de la commune. C'est bien au-delà, c'est en fait un engagement de l'État. Il faudrait revenir à un engagement de l'État sur la création des logements. C'est une politique qui ne peut être que nationale, peut-être qu'à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, il n'y a aucune raison de détruire des zones qui sont déjà habitées pour construire d'autres habitations. Il y a la possibilité, sur les terrains, il y a la possibilité de construire, il y a la possibilité d'investir dans le logement, à condition d'en avoir la politique. Et ça, je crois que le gouvernement ne l'a pas, puisque c'est juste une question qui concerne le gouvernement. Si le nombre d'habitants ne venait pas à augmenter, donc le nombre de clients de Chaland a augmenté en l'état d'une situation qui n'évoluerait pas beaucoup, est-ce que vous seriez à revisiter le plan de préemption des baux commerciaux tel qu'il a été voté par la commune en 2008, zone de possibilité d'intervention d'une commune pour maintenir une forme de commerce, une continuité de commerce, ou est-ce qu'il serait, de votre point de vue, à revoir et à revisiter? Mon point de vue, enfin, je ne connais pas forcément justement cette question-là sur 2008. Mon point de vue, c'est que les commerces de proximité doivent rester parce qu'ils sont utiles à la population. C'est le point de vue général, c'est ça. Et donc, détruire des commerces, c'est hors de question, parce que c'est détruire d'un quartier, c'est détruire la vitalité du quartier. Et donc, non, il ne faut pas détruire les commerces, il faut les maintenir. Il faut les maintenir, non seulement dans leur mur, mais ce qu'il faut maintenir surtout, c'est la possibilité pour eux d'exister, de continuer d'exister. Et donc, on en revient, une fois encore, à la question du pouvoir d'achat, à la question de la possibilité pour les habitants de ces quartiers de consommer sur place, de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir faire leurs courses dans de bonnes conditions. Donc, alors, sur la question précise que vous posez, j'avoue que je ne suis pas au courant. Disons que ce que l'on entend, la problématique, c'est d'entendre pratiquement de tous les candidats à peu près la même chose, donc ils font preuve de bonne volonté quelque part, ou d'optimisme, c'est d'être dans la défense du commerce de proximité. Il n'y en a pas un qui dira le contraire. Le problème, c'est qu'on fait des fois un distinguo. Ils vont s'opposer. Voilà, c'est après entre la parole et les actes. Et si on a eu envie de vous rencontrer les uns et les autres, c'est pour vérifier effectivement dans vos propositions s'il y a une corrélation entre ce que vous prétendez vouloir défendre et les solutions que vous comptez apporter. J'ai entendu déjà, depuis le début de ces entretiens, des candidats nous dire qu'ils voulaient, dès qu'il y avait une construction, pour des raisons de proximité de commerce, il fallait pratiquement des commerces en pied d'immeuble. La multiplicité de commerce, à la limite, est-ce qu'elle ne se fait pas au détriment des zones à préserver, à concentrer de façon à ce que l'offre commerciale soit la plus complète possible, ou est-ce qu'on la démultiplie au risque de l'éparpiller et puis de la rendre inefficace? Tout le problème est de voir en fonction du quartier quels sont les besoins du quartier. Parce que si les besoins du quartier existent dans une nouvelle habitation liée également au commerce, pourquoi pas? Si ce n'est pas exigé par le quartier que le tissu commercial suffit, il n'y a pas de raison d'en faire non plus un principe à chaque nouveau bâtiment, un nouveau local commercial. Il n'y a aucune raison d'en faire un principe. Dans ce plan de préemption des commerciaux, le débat de 2008 sur la surface sur laquelle la collectivité locale avait l'intention d'intervenir avait intégré par exemple toute l'arrière de France, de la gare jusqu'au vieux pays où nous sommes, en pensant qu'il fallait être utopique, voire grand, et donc se mettait dans l'idée de pouvoir recréer une artère commerciale, je dirais, sur toute cette distance, ce qui fait des fois consacrer de l'énergie sur des solutions qui sont tellement utopiques qu'elles sont irréalistes. Si on avait eu un objectif à faire partager, celui qui était en ce qui nous concerne, de déjà tenter sur 100 mètres ou 200 mètres dans la rue Anatole-France à partir de la gare, de faire en sorte que l'ancien commerce se revitalise. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est presque un bout d'artère commerciale qui a disparu, puisque l'offre commerciale est principalement assurée
par des sociétés d'intérim, des sociétés d'assurance, et en fait, de commerce de bouche, on n'a plus rien. Et c'est valable un peu dans le vieux pays. Mais pour l'instant, c'est pour ça que le fait de disperser et puis de ne pas être précis sur ce que peut être effectivement la possibilité de commerce par rapport à la construction peut aussi amener à des solutions contre-productives. Alors, là, c'est difficile d'avoir un avis général, effectivement, parce que tout dépend, encore une fois, du quartier et puis surtout de la vie de la population de ce quartier, parce que c'est un peu le premier concerné, et à mon avis, c'est eux qui devraient décider ce qu'ils ont besoin dans leur quartier, quel type de commerce ils ont besoin. C'est eux qui devraient être consultés. Je connais un peu comment fonctionne la démocratie ici, je vais être consulté moyennement. En tout cas, intervenir, dire ce dont ils ont besoin comme commerce, ce dont ils ont besoin dans leur quartier. Et ça, c'est quartier par quartier, il faut décider à leur place, en quelque sorte. Alors on a une vision plus globale en vous recevant de voir la question, puisque si le côté informel de la constitution de notre relation usagée que nous sommes, défenseurs de la démocratie participative, parce que CAPAD, pour le rappeler, en ce qui me concerne, c'est la défense de la démocratie participative, nous en sommes à vouloir être assurés que notre action sera pérenne au travers du fait qu'il y aura une reconnaissance de cet observatoire du commerce qui serait bien entendu à élargir. Et comme je vous l'ai certainement dit tout à l'heure, si on n'est pas aussi nombreux qu'on voudrait vous recevoir, il ne reste pas moins que nous avons fait la démarche de voir avec des associations de consommateurs et aussi des associations de commerçants à faire en sorte d'être plus représentatifs. On pensait que l'échéance des élections municipales valait le coup malgré tout de poser le problème, même si nous ne sommes pas aussi nombreux qu'on voudrait, mais pour l'instant, on cherche non seulement à justifier notre action en vous sollicitant, mais aussi à maintenir ou à imaginer que cette action-là ne sera pas combattue demain par une nouvelle municipalité. En tout cas, moi, j'ai pas envie de combattre les associations qui s'occupent du bien-être des populations des différents quartiers. Je pense que, encore une fois, les petits, que je dis tout à l'heure, mais les petits commerçants et artisans, ceux qui vivent et qui font vivre les quartiers par les commerces de proximité, qui vivent dedans et qui les font vivre aussi, ils ont des intérêts communs avec la population de ces quartiers. Ils ont des intérêts communs, y compris avec le monde du travail, lorsqu'ils revendiquent ses propres intérêts, savoir le pouvoir d'achat, etc. Et les retraites, la revalorisation des pensions et des salaires. Il y a des intérêts communs à défendre, et donc il y a des choses à discuter également sur la façon dont on peut organiser la vie. Là, c'est chaque habitant qui va pouvoir avoir son mot à dire dans les associations, en lien avec les associations, parce que c'est la véritable démocratie, j'allais dire, c'est ça. C'est quand on discute des intérêts qu'on a à défendre en commun, et puis que voilà, qu'on peut défendre. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a des choses. Voilà, il y a des intérêts divergents aussi dans différentes couches de la population, mais mettons en commun ce qui nous unit contre justement la mainmise en grande partie de l'État et même, même des collectivités d'ailleurs territoriales sur notre qualité de vie et en lien justement avec le favoritisme qu'ils font pour les grosses entreprises et puis les gros commerces. J'en serais largement resté à ce qui est notre engagement premier en termes de démocratie participative, mais en l'occurrence, ce serait une thématique qui sortirait de ces quelques minutes qui nous restent et pour lesquelles j'ai envie de vous poser encore 2 ou 3 questions. Une, est-ce que vous pensez nécessaire, utile, qu'il y ait sur cette ville un maire dédié totalement escalité et avec cette responsabilité au commerce, ce qui n'a jamais été le cas depuis cette nature, puisqu'il n'y a eu que des conseillers municipaux délégués, il y a eu beaucoup de délégations, beaucoup de maires par rapport à la municipalité précédente, mais pour autant jamais un maire dédié à l'activité commerciale. Est-ce que vous pensez que c'est utile et nécessaire? Je pense qu'on ne peut pas régler le problème du commerce, des problèmes qui sont posés par l'existence du commerce, en dehors des autres problèmes. Et donc, je ne vois pas l'intérêt, en tout cas, d'avoir un maire qui ne s'occuperait que de ça. Un maire adjoint, maire adjoint, ah oui, pardon. Excusez-moi, un maire adjoint qui ne s'occuperait que de ça. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est change.
maire adjoint qui ne s'occuperait que de ça, je pense que ça peut comment dire, générer ensuite des comportements un peu corporatistes. Et je pense qu'on a intérêt justement à gérer les problèmes liés au commerce avec les autres problèmes de la ville, c'est-à-dire l'habitat, avec les ressources, même si les salaires ne sont pas de la compétence du maire, il y a d'autres compensations, en tout cas sur les salaires, qui sont de sa compétence. Et donc gérer la possibilité pour la population d'avoir et de profiter de ces commerces, ça doit se faire en lien avec les intérêts des commerçants aussi. Avoir un maire adjoint dédié spécialement au commerce, du coup, ça ne me paraît pas indispensable. Nous avions deux batteries de questions. La seconde était peut-être plus rapide parce que très pointue et identifiée par le président des commerçants du boulevard de Strasbourg. On est sorti un petit peu de la sollicitation de la vision macroéconomique et commerciale de notre problématique. Ceci étant, en termes de solutions locales, pour ne pas dire micro, la question qui nous a été posée, qui vous est posée, c'est de savoir comment arriver à une solution que dans les endroits d'offres commerciales, comme peut l'être le centre de la ville, nous arrivions avec une solution en termes de stationnement qui soit relativement comparable à ce qui fait l'efficacité des centres commerciaux, puisqu'aujourd'hui se plaignent amèrement les commerçants du centre-ville, le fait qu'il y ait eu une diminution des places de parking et que leur utilisation, voire la rotation d'utilisation, ne soit pas à la hauteur de ce qui était attendu, de façon à faire tourner les chalands et ne pas avoir de stationnement ventouse qui en fait se fait au détriment de clients qui ne trouvent pas de place pour venir faire leurs achats. Est-ce que vous avez quelques solutions, je ne vais pas dire miracles, mais quelques idées sur la question? C'est sûr que pas de stationnement, pas de commerce, c'est un peu lié à l'âge, mais c'est bien le problème. Sauf si vous êtes pour une zone piétonnière, peut-être? Alors oui, alors à condition d'avoir une zone de stationnement qui soit à proximité de cette zone piétonnière et suffisamment vaste pour pouvoir accueillir tous les gens qui auraient envie qui ont justement de se promener dans cette zone piétonnière, de faire leur cours dans cette zone piétonnière, etc. Là, le problème, c'est qu'effectivement, je sais que sur le boulevard de Strasbourg, c'est très difficile de trouver une place, je ne parle pas des jours de marché, mais même en dehors de ça, de trouver une place de stationnement, de pouvoir s'arrêter suffisamment longtemps pour pouvoir faire ses courses, c'est difficile. La solution, à part construire des parkings qui soient accessibles et de préférence gratuits, c'est là qu'on peut voir que l'argent public peut être utile, y compris au commerce, y compris à la qualité de vie des habitants, construire des parkings pour que les gens puissent accéder facilement au commerce de centre-ville, c'est en tout cas une utilisation beaucoup plus rationnelle de l'argent public que construire des centres commerciaux à l'extérieur de la ville et autres. Donc, à part créer de nouvelles places de parking, je ne vois pas de solution. Créer de nouvelles places de parking, ça signifie trouver l'emplacement pour, ça signifie... À une époque où au Paris Nord s'agrandissait de 60 boutiques, leur demande a été parallèlement d'obtenir 3000 places de parking supplémentaires. Et à la même époque, le boulevard de Strasbourg a été rénové pour en faire une zone semi-piétonnière et pour y voir supprimer 72 places de parking. Donc, à la limite, comme l'âge, pas de commerce en stationnement et inversement, il n'a pas été trop respecté, loin s'en faut. Et aujourd'hui, ça manque quand même cruellement, au point que, effectivement, d'être en concurrence, je veux dire, un peu déloyale avec la qualité de l'offre des centres commerciaux, qui effectivement, de ce point de vue, ont un accueil tout à fait satisfaisant et qui fait qu'une population qui non seulement se paupérise, mais aussi vieillit en ce qui concerne certains quartiers pavillonnaires,
eh bien, se trouve à plus utiliser son véhicule que ça pourrait être souhaité, mais pour autant, en l'occurrence, ça paraîtrait bien nécessaire. Donc, il y a des préoccupations, et des préoccupations qui viennent d'être traitées par la ville, ou tentées d'être traitées par la ville, sans nous avoir apporté des solutions, puisque le maire a organisé une réunion sur ce problème-là, sans que des solutions sortent du chapeau, si ce n'est par une meilleure utilisation du pire et une meilleure utilisation du parking de la Grande Neuf. Je vais devoir, parce que je crois qu'on nous a appelé, qu'on veut récupérer la cassette pour la traiter, clore cet entretien. Des choses auraient pu être redétaillées sur ce que peuvent être le montant des baux commerciaux, la pérennité des baux commerciaux. Je ne vais pas interpréter ce que vous pourriez dire, mais c'était un peu prévu. Je ne peux que vous remercier de l'accueil que vous nous avez et du temps que vous nous avez consacré. On va essayer de mettre ça non seulement en ligne, mais aussi d'en faire une synthèse et de transmettre tous les points et les solutions que vous avez exprimées de façon la plus synthétique possible à la rédactrice du parti. Merci. Si vous voulez tu coupé maintenant. Oui, oui. Voilà, on ferme là-haut, je pense.